encore là ces 15 derniers jours. J'ai vu une conférence sur la maladie d'Ehlers-Danlos, donc une maladie rare, enfin apparemment plus si rare que ça, mais relativement rare. Et ben, il est certain que du coup, dans ma consultation, dans les 15 jours et même encore maintenant, eh ben, c'est curieux, mais je pose des questions sur l'hyperlaxité ligamentaire. Alors que, si vous voulez, pour un psychiatre, c'est un peu curieux, mais bon, parce que effectivement, il y a également des symptômes cognitifs et des symptômes émotionnels dans cette maladie-là. Et comme il y a eu un topo là-dessus, que ça m'a bien intéressé, eh ben, j'y pense plus facilement qu'à son tour, alors que c'est quand même beaucoup plus rare qu'une dépression franche, lobaire et aiguë, qui est quand même le quotidien du psychiatre. Si vous venez de lire un article, également, vous allez avoir un biais d'accessibilité. Donc ce contexte, le contexte dans lequel vous évoluez, va avoir de l'influence sur votre jugement comme ça, immédiat, votre jugement intuitif. Un autre biais, une autre cause d'influence, c'est votre souci que le monde soit juste et marche comme il faut. Donc, du coup, vous allez évaluer la cause d'un événement en fonction de ses conséquences. Et donc, vos parents sont peut-être soumis à ce biais de jugement rétrospectif. Si vous ratez vos examens, c'est forcément que vous n'avez pas bien travaillé. Et vous allez essayer de donner d'autres explications, que vous aviez des soucis X ou Y, que vous étiez en train de rompre avec votre copine, que les profs ont été incompréhensibles pendant les cours, que vous avez perdu votre poli, etc. Mais non, là, le jugement, c'est non, vous n'avez pas travaillé. Donc, on a tendance, dans notre vie quotidienne, comme ça, à juger les choses de manière biaisée, parce que, voilà, il faut qu'il y ait une logique entre un phénomène et ses conséquences. Si vous avez bien travaillé, normalement, vous devez avoir une bonne note. Donc, du coup, ça n'a rien à voir avec la logique. On inverse la proposition. Si vous n'avez pas une bonne note, c'est que vous n'avez pas bien travaillé. Donc, comme ça, on veut que les choses soient cohérentes. On veut que le monde soit juste. Et donc, quand il y a des violations de ces règles-là, eh bien, on cherche une cause crédible. Donc là, je ne vais pas vous faire l'application dans le domaine juridique. Si vous avez un procès, vous reviendrez me voir. Mais dans l'analyse des erreurs médicales, qui fait l'objet parfois de procès quand même, on a ce genre de biais à l'œuvre. Donc on met en évidence de cette manière-là. On présente un même compte-rendu opératoire à deux groupes d'experts, mais chaque groupe a une version différente de la suite de l'intervention. Dans un des cas, l'opération est suivie d'une complication bénigne, et dans le second cas, la complication entraîne un handicap définitif. Mais c'est le même compte-rendu opératoire. Et bien à ce moment-là, évidemment, dans le deuxième cas, les experts vont évaluer de manière plus négative les soins donnés dans la version qui a abouti à une complication définitive que dans la version, qui aboutit à une complication bénigne, alors que l'information qui leur a été donnée est identique. Donc vous voyez que c'est le résultat qui conditionne l'analyse des faits et qui influence l'analyse des faits. Donc vous imaginez, dans les procès, il faudrait prendre des experts qui ne sont pas du tout au courant de l'histoire et leur cacher le résultat, et à ce moment-là, leur demander d'expertiser telle opération ou telle manœuvre médicale pour décider s'il y a une erreur ou pas. Donc c'est rarement fait en pratique. Donc c'est accessible, c'est influençable par ce biais. Donc, bon, ben là, je vous répète, c'est en fonction des conséquences. Donc on va accorder plus de poids aux informations qui sont conformes, qui expliquent, entre guillemets, de manière, on va dire, naturelle, les conséquences. Et les informations contradictoires, on va les minimiser. Et les informations ambiguës, on va les interpréter dans le sens qui nous convient, c'est-à-dire dans le sens qui permet d'expliquer que la conséquence a été favorable ou défavorable. Le biais de prudence irrationnelle, donc là on a vu le biais de confirmation, le fait que
comment dire, une fois qu'on a une idée en tête, on va déformer la valeur des informations qui arrivent pour conforter notre hypothèse plutôt que de la challenger, de la remettre en cause. Nous avons vu le biais de jugement rétrospectif où effectivement on veut que le monde soit conforme et donc quand on examine des conséquences, eh bien, on va juger, ça va nous influencer pour juger du processus qui a mené à ces conséquences. Et puis le troisième biais que je suis en train d'essayer de me rappeler. Mais, hein? Non, ça je viens d'en parler du jugement rétrospectif. Hein? Le biais d'accessibilité, merci. Ah, je suis content de voir que certains suivent. Donc, le biais d'accessibilité, où effectivement, vous allez juger de la fréquence d'un phénomène en fonction du contexte dans lequel vous avez été exposé. Et donc, le fait d'avoir eu une information d'un type donné ou une information chargée d'émotions, eh bien, du coup, va faciliter votre rappel en mémoire et vous allez confondre la facilité avec laquelle vous remémorez d'un diagnostic avec sa fréquence. Et donc là, merci, on arrive au biais de prudence irrationnelle. Et donc, ce biais de prudence irrationnelle, on le met en évidence avec les jeux de hasard, mais on peut le mettre en évidence dans d'autres situations de la vie quotidienne. On verra ça un peu plus loin. Voilà, je vous propose l'expérience suivante. Je vous propose de jouer à la roulette. Vous jouez à la roulette. Vous avez parié 1000 € sur le noir. Alors pour ceux qui n'ont jamais joué à la roulette, donc il y a un truc, il y a 36, il y a 36 numéros, et puis vous pouvez jouer aussi les numéros noirs ou les numéros rouges, les pairs, les impairs, etc. Donc là, vous jouez le noir, et comme il n'y a que 2 possibilités, donc vous gagnez 2 fois la mise. Si c'est un numéro, vous gagnez 36 fois la mise. Mais c'est plus rare, évidemment. Donc là, vous avez 2000 €. Vous avez gagné, vous avez 2000 €. Est-ce que vous allez rejouer? Bon. Alors vous êtes dans les 31% qui ne rejouent pas, mais il y en a 69%. Ah, j'aurais dû m'en douter. Il y en a 68,5% donc, qui rejouent. Hein? Donc là, vous voyez, 7 sur 10 rejouent. Je vous mets devant le deuxième cas de figure. Vous jouez à la roulette, vous avez parié et vous avez perdu. Est-ce que vous allez rejouer? Eh bien, il y en a presque de 60% qui rejouent. Vous voyez, c'est pas mal. Hein, je veux dire, il y a comment dire, 10% de différence. Donc, si vous gagnez, 68,5% rejouent. Si vous perdez, 59% rejouent. Et là, je vous propose une situation. On vous a appelé au téléphone, vous avez joué. On vous a appelé au téléphone, vous sortez de la pièce. Et vous rentrez dans la pièce, vous ne savez pas si vous avez gagné ou si vous avez perdu. Et on vous demande, est-ce que vous rejouez? Eh bien là, figurez-vous, il n'y a plus que 36% des sujets qui rejouent. C'est-à-dire que s'ils avaient gagné, dans les 2 alternatives, gagné et perdu, ils auraient rejoué à 60-70%. Le fait qu'ils ne savent pas dans laquelle des situations ils se trouvent, eh bien, fait chuter leur décision de rejouer. Et donc ça, c'est un grand principe, c'est que l'incertitude inhibe la décision. Et ça, c'est un principe qui s'applique de manière quotidienne en médecine. Et vous avez peut-être déjà entendu cette fameuse phrase, on va attendre le résultat des examens. Donc, vous venez de passer 15 jours à l'hôpital, etc. On vous a examiné sous toutes les coutures. Vous avez dormi avec des infirmières qui se promènent en crocs toute la nuit, donc qui vous assurent un sommeil de bonne qualité. Vous avez des œufs de pigeon à chaque creux d'avant-bras parce que évidemment vous avez servi de terrain de stage à des élèves infirmières. Donc
Et vous avez un peu mal au derrière parce que aussi vous êtes servi de terrain de stage pour je ne sais combien d'étudiants en médecine. Bref, vous êtes très content de votre séjour. Vous avez mangé une nourriture délicieuse, bien entendu. Et puis donc, vous attendez à avoir une ordonnance de sortie. Et à ce moment-là, on vous dit, on va attendre, tous les examens ne sont pas revenus. Et vous repartez avec du Doliprane 500, 2 à 6 par jour. Donc vous êtes très content. Et vous attendez. Vous attendez. Et quelquefois, rien ne vient. Parce qu'entre-temps, les examens se sont perdus. C'est pas la même personne qui a remis les examens dans le dossier. Le médecin a pas lu le dossier, etc. Donc vous êtes obligé de téléphoner en disant « Est-ce que vous avez fini par recevoir mes examens ?» Et la personne, elle ne sait même pas. Elle a même oublié votre nom. Elle ne sait même plus qui vous êtes. Et donc, à ce moment-là, il faut regarder dans le dossier. Et effectivement, là, enfin, vous allez avoir votre traitement. Le problème, c'est que, effectivement, ces informations, elles ne sont pas forcément décisives pour votre traitement. Mais le fait que vous ne connaissez pas, que vous soyez dans l'incertitude, ça va bloquer toute la chaîne décisionnaire. Et donc, on le voit quand on prend des médecins, on leur présente des cas cliniques avec des résultats bio, etc. Et puis, soit on leur laisse la possibilité de demander d'autres examens, mais qui ne sont pas contributifs au diagnostic, soit il y a des examens en attente, et bien on s'aperçoit que les médecins, en majorité, ils attendent les résultats, alors que ça n'a aucune influence sur le diagnostic ou sur la démarche thérapeutique, ou ils demandent des examens qui ne sont pas nécessaires. Donc, ce qui fait que on creuse le déficit de la sécurité sociale grâce à notre système automatique et grâce au biais de prudence rationnelle, qui fait qu'effectivement, on attend d'avoir une certitude pour décider, alors que la plupart du temps, on pourrait prendre une décision. Donc dites-vous bien, chaque fois que vous vous retrouvez dans une situation de ce style, est-ce que effectivement l'information qui me manque est vraiment utile pour la décision que je veux prendre? Parce que toute votre vie, vous serez en situation d'incertitude. On n'a pas à chaque moment une information complète qui nous permet de prendre une décision. Mais je veux dire, on est sur Terre, il faut bien qu'on décide. Puis surtout, si vous voulez mener une vie relativement agréable, il vaut mieux décider quelques actions plutôt que d'attendre chez soi que les informations vous arrivent tout à fait certaines. Alors, comment bien raisonner? Je vous ai dit, la première et principale cause d'erreur diagnostique, c'est de faire une conclusion prématurée. C'est-à-dire de faire votre première idée diagnostique et puis de ne pas vérifier les autres et de ne pas vérifier de manière systématique votre hypothèse diagnostique. Parce que je vous l'ai dit, on a une idée, du coup, on va minorer les informations qui vont à l'encontre de votre hypothèse diagnostique. Donc vous allez déformer la valeur des informations. Donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, et ce qui est bien, je veux dire, si il y a des situations en médecine d'urgence, etc., il faut apprendre à décider vite, rapidement. Mais effectivement, il faut rester ouvert. C'est-à-dire que s'il y a des informations qui arrivent, il faut essayer de les recevoir, je dirais, avec un état d'esprit le plus ouvert possible, c'est-à-dire quitte à remettre en cause votre idée diagnostique initiale. Alors, est-ce qu'il faut pour autant raisonner de manière analytique et laborieuse en toutes circonstances? Ah, c'est marrant, j'ai dit analytique, vous n'avez pas réagi du tout. Bon, les traditions se perdent. Mais oui, non, mais je vois qu'il est 9h. Il est 9h51, donc effectivement, c'est encore un peu tôt pour les sous-entendus, ça lasse. Donc, bon. Donc, est-ce qu'il faut raisonner de cette manière-là en toutes circonstances? Eh bien, non, parce que ça va vous coûter beaucoup trop cher en temps, en énergie. Et quelquefois, c'est beaucoup trop long. C'est-à-dire, comme je l'ai dit,
en situation de médecine d'urgence, eh bien, ça va vous être difficile de retourner prendre votre manuel de médecine, d'énumérer, de faire la checklist des choses qu'il vous faut vérifier, d'attendre les résultats. Non, vous êtes obligé de prendre des décisions. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser les deux systèmes en interaction.